Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de convictions politiques ou religieuses, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonsoir à tous, nouveau jeudi de la laïcité, et avec une nouveauté aujourd'hui puisqu'on a un enregistrement radiophonique, donc ça c'est assez extraordinaire. Je vous rappelle que les jeudis de la laïcité, c'est tous les premiers jeudis de chaque mois de 17h à 19h. On n'en aura pas en janvier parce que ça tombe pendant les vacances, mais sinon c'est à peu près tout le temps et hors grandes vacances. Et aujourd'hui, on reçoit Charles Rambourou, qui est responsable au niveau de l'Union des familles laïques de la laïcité au niveau national. Donc on a la chance de la voir. Et puis on va lui donner la parole pour qu'il nous parle de famille et laïcité. Et puis on aura un petit film qui va pouvoir nous présenter à sa convenance au moment de l'intervention qu'il voudra. Voilà Charles, je te laisse le micro. Alors bonsoir à tous. Je suis militant donc de l'Union des familles laïques. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une association familiale, mais non familialiste. Alors je définirai plus tard ces termes. Elle est membre de l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, à qui la loi a confié en 1945 la représentation de l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics. Alors, les associations laïques ne sont pas majoritaires au sein de l'UNAF, qui est encore largement dominée par des associations, disons, conservatrices et pour certaines assez inspirées par un catholicisme quelque peu extrémiste. Bon, on l'a vu en 2013 à propos de la loi sur le mariage entre couples du même sexe. L'UNAF, d'ailleurs, s'est prononcée contre, à l'exception de 3 associations, dont, bien sûr, notre Union des familles laïques. C'est que à l'intérieur de l'UNAF, nos conceptions de la famille sont divergentes. Alors, on va définir ce que c'est que la laïcité, et puis on va s'interroger sur ce que c'est que la famille de ce point de vue. Et là, surprise, ça va être beaucoup plus difficile à définir. Je crois que le meilleur moyen, c'est de regarder le petit film, petit clip de 4-5 minutes que l'UFAL a réalisé pour expliquer ce qu'est la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? Pour répondre à la question, nous allons successivement voir ce qu'elle est, puis ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de penser ce qu'on veut. On peut être athée, humaniste, agnostique, croire en une religion, en changer ou être indifférent. C'est une liberté absolue. Mais c'est aussi la liberté de pouvoir exprimer ses convictions, à condition de respecter la loi et les libertés d'autrui. La liberté d'expression est une liberté relative. Avant 1905, pendant le régime du Concordat de Bonaparte, les Français ne pouvaient que se déclarer catholiques, protestants ou juifs, les seuls cultes reconnus et financés par l'État. Aucune autre religion n'était reconnue, encore moins l'absence de religion. Depuis la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État, la liberté de croire ou de ne pas croire est assurée par la République. La laïcité, c'est aussi le libre exercice des cultes. C'est une des conséquences de la liberté d'exprimer ses convictions. Pour ceux qui le veulent, le droit d'exercer librement le culte de leur choix est protégé par la République. Nul ne peut l'empêcher, mais personne ne peut être obligé de pratiquer une religion. En revanche, cette liberté est limitée par les obligations et les interdictions définies par la loi afin de préserver l'ordre public qui permet de vivre ensemble en paix malgré nos différences. Enfin, la laïcité, c'est la séparation de l'État et des religions. Cette séparation entraîne la neutralité religieuse absolue de la sphère publique, c'est-à-dire les collectivités et les services publics, à l'égard des religions.
Ainsi, l'État ne reconnaît aucune religion, n'en favorise aucune et n'en discrimine aucune. La séparation de l'État et des religions implique que l'État et les collectivités publiques ne doivent verser aucune aide financière aux activités et locaux relevant de la pratique d'un culte et que les religions n'interviennent pas dans la politique. En contrepartie, les religions sont libres et les autorités n'ont pas à les influencer. Maintenant, passons en revue les fausses idées reçues sur la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une idéologie. La laïcité, c'est simplement un principe de la République, une loi qui s'impose à tous. Il ne faut pas non plus confondre la laïcité avec l'athéisme. On peut très bien être croyant et laïque, ou athée et non laïque. La laïcité, ce n'est pas la guerre contre les religions. Un État laïque n'est pas anti-religieux, il est areligieux, c'est-à-dire sans religion. Il veille seulement à empêcher les tentatives possibles des religions d'imposer leurs lois particulières à l'ensemble de la société, par exemple sur le mariage, la contraception ou l'alimentation. Il s'oppose donc à ce qu'on appelle le cléricalisme. Mais attention, invoquer la laïcité contre une seule religion, ce n'est plus la laïcité, c'est du racisme ou de la discrimination punie par la loi. La laïcité, ce n'est pas non plus la tolérance d'État, car la tolérance de l'État ou du monarque, c'est une liberté réduite, souvent dans des situations de religion dominante, accordée seulement à des communautés et qui peut être retirée à tout moment. La laïcité va beaucoup plus loin, puisqu'elle accorde à chaque citoyen l'égalité avec tous les autres grâce à la liberté de conscience. Que l'on soit croyant, incroyant ou que l'on refuse d'avoir une conviction, la République y est indifférente. La tolérance privée reste une vertu individuelle indispensable à la vie sociale, à condition qu'elle soit réciproque. La laïcité, ce n'est pas une entrave à la liberté. Au contraire, la laïcité, c'est la liberté. Le but de la laïcité est de libérer aussi bien la sphère publique que la liberté de conscience individuelle. Pour cela, il faut bien que les pouvoirs publics et l'école publique soient neutres et soustraits à toute influence des religions. En revanche, les religions s'exercent librement dans les lieux de culte. Chacun peut exprimer sa religion dans l'espace public, la rue, les magasins, les stades, du moment qu'il respecte l'ordre public. Finalement, la laïcité, ça sert à quoi ? La laïcité permet d'assurer l'égalité de tous devant la loi. La loi s'applique également à tous, quelle que soit leur conviction ou leur absence de conviction. Ainsi, aucune religion n'a de droit particulier et personne ne peut refuser de respecter les règles communes au nom de sa religion. La laïcité permet l'émancipation des individus. La laïcité, que ce soit celle de l'école ou celle de la République, permet à chacun de se libérer de toutes les influences qu'il n'a pas choisies, religieuses, familiales, communautaires, et de se forger librement par l'exercice de la raison ses propres convictions. Ni l'État ni les religions ne doivent porter atteinte à la liberté de conscience, bien de chaque individu. Pour résumer, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est un cadre juridique qui garantit la liberté de conscience à chaque citoyen. Dans un État laïque, l'État n'intervient pas en matière de croyance et ne se préoccupe pas des appartenances et convictions particulières des individus. Aux individus de se regrouper en association pour organiser librement leurs convictions, mais sans argent public, sans troubler l'ordre public et sans droits différents des autres. Voilà qui m'épargne la lourde tâche de vous présenter la laïcité. C'est beaucoup plus vivant que je n'aurais pu le faire. Vous allez me dire, c'est un peu esquissé dans une des diapos, mais quel est le rapport avec la famille ? La famille, c'est un fait de société. Ça concerne la vie privée, alors. Et on nous dit parfois, et les plus hautes voix nous le disent, M. Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, qui est une institution gouvernementale, nous dit « c'est la République qui est laïque, ce n'est pas la société ». Ah, je m'excuse pour lui, mais c'est une ânerie. Naissance. À naissance, vous êtes inscrit sur des registres d'état civil. Et si vos parents ne sont pas mariés, votre papa vous reconnaît. Sachez que c'est depuis 1792 seulement
que ces registres ne sont plus tenus en France par les curés, par l'Église. Sachez même que jusqu'en 1788, si on n'était pas catholique, on n'avait pas droit à un état civil. C'est-à-dire que les protestants et les juifs ne pouvaient pas faire reconnaître leur mariage, leurs enfants ne pouvaient donc pas hériter d'eux à leur mort, puisqu'ils étaient considérés comme des bâtards. Voilà. Et ils étaient considérés comme vivant dans le péché, puisqu'ils n'étaient pas mariés par la religion catholique. Je crois que si on ne se souvient pas de ça, on ne peut pas comprendre pourquoi en France, précisément, on a inventé la laïcité, avant d'autres pays sans doute. Le mariage, et puis le divorce. Je ne vais pas vous faire un dessin. 2013, la loi sur le mariage pour tous. Vous voyez bien que quelque chose de très intime est fixé par les lois de la République. Je viens de vous dire que jusqu'en 1788, là c'était encore sous notre bon roi Louis XVI, et un peu tard sa réforme. En 89, il y a eu la Révolution. Bon. Mais le mariage n'était pas offert à tous les citoyens, ils n'étaient pas tous à égalité selon leur religion. Je ne vous dis même pas quand on était athée ou incroyant, on méritait le bûcher. C'est en 1766 qu'a eu lieu le dernier supplice pour blasphème en France. Le chevalier de la Barre, qui était un jeune homme de bonne famille, a été accusé, alors on ne sait pas si c'est à tort ou à raison, mais de ne pas s'être découvert sur le passage d'une religion. Il a été torturé, et on a jeté ce qui restait de lui sur un bûcher, et on avait cloué sur sa poitrine le dictionnaire philosophique de Voltaire, 1766. Le pire, c'est que l'évêque du lieu avait même demandé sa grâce, et ça n'est même pas la justice religieuse, c'est la justice du roi qui l'a condamné. Donc, c'est pour vous dire quand même que on revient d'assez loin et que le simple fait de faire reconnaître une autre religion ou son absence de religion ne va pas de soi. La reproduction, la filiation, vous pouvez souhaiter avoir des enfants, puis vous pouvez souhaiter que ces enfants aient un statut. Alors, aujourd'hui, nous avons la loi sur la procréation médicale assistée pour toutes les femmes, avec des dispositifs concernant la filiation. Bon. Mais je vous rappelle quand même, c'était évoqué dans les petites diapos, 1967, la contraception, 1975, l'interruption volontaire de grossesse, avec l'idée que on donne aux individus, aux individus femmes, la liberté de choisir. La fin de vie, ça nous arrivera à tous, à moi avant beaucoup d'entre vous, mais 2016, c'est la loi Claes-Leonetti qui prend des dispositions pour que la fin de vie soit le plus digne possible. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait l'améliorer, parce qu'on ne peut toujours pas en France, contrairement à d'autres pays, on ne peut toujours pas choisir sa mort. On n'a pas le droit. Et la loi aboutit seulement à ce que les médecins ont le droit, quand vous êtes vraiment au dernier degré de la souffrance et que vous êtes condamné, mais ils ont le droit de vous faire mourir de faim et de soif, simplement en vous injectant de la morphine pour que vous ne souffriez pas. Mais il faut savoir, et je connais des gens qui ont vécu ça auprès de leurs proches, que ça peut durer des jours et des jours. Voilà. Le décès. Alors le décès, parce que c'est pas tout ça, il suffit pas de mourir, encore faut-il être enterré ou incinéré. Tiens, l'incinération. L'incinération est interdite par certaines religions. Elle est autorisée par les lois de la République. 1881, la loi de la République
fait que le cimetière devient communal. Il n'est plus donc religieux. 1887, les funérailles sont laïques. Alors si on veut, bien sûr, on peut avoir des funérailles religieuses, il n'y a absolument aucun problème. Mais ça se déroule dans un endroit laïque où on a le droit tout de même d'apposer un emblème religieux sur sa tombe. 1904, on crée les pompes funèbres qui sont un service public. C'est-à-dire que ça n'est plus l'Église qui a le monopole. Alors vous me direz, c'est un peu insuffisant parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas dans une grande ville, citez-moi un autre endroit pour qu'on vous rende un hommage que l'Église. Il y avait une loi, une proposition de loi qui demandait que les mairies mettent à disposition une salle. Alors bon, il y a certains maires qui le font, bien sûr, mais c'est pas la loi qui les y oblige. Donc, quand vous célébrez l'enterrement de quelqu'un qui n'est pas croyant, vous êtes au bord du trou, sous la pluie, sous la neige. On a tous vécu malheureusement cette expérience. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 poids et 2 mesures. On n'a pas véritablement assuré la laïcité complète des funérailles, car encore faut-il que le défunt puisse avoir droit à un service funèbre, que les gens qui l'ont connu et aimé puissent se recueillir, qu'ils soient ou pas croyants. Alors, dans les grandes villes, vous avez des funérariums, des crématoriums, etc. Et les services des pompes funèbres sont tout à fait au point pour assurer des funérailles, si on le souhaite, laïques. Mais pas dans les villes de moindre importance. Voilà. Alors, cette petite revue, c'est pour vous rappeler que le plus intime de notre vie se déroule dans un cadre laïque. Et ces lois, elles sont absolument indépendantes de toute considération religieuse. Enfin, elles devraient l'être. Parce que si on n'a pas une loi complètement satisfaisante sur la fin de vie, c'est qu'il y a des réticences qui sont dues pas seulement au conservatisme religieux, mais au conservatisme non religieux. C'est un débat qu'il est légitime d'avoir. Vous avez des gens qui craignent qu'on les euthanasie de force. Parce que vous savez, dans euthanasie, il y a nazi. Et effectivement, les nazis ont euthanasié, alors à part le génocide des Juifs, ils ont euthanasié les malades mentaux, etc. Voilà. Alors, maintenant, on a vu un petit peu le lien entre les deux. C'est quoi la famille? Alors, j'ai essayé de l'aborder, moi, d'un point de vue laïque. Ça va être plus délicat, parce que la définition de la famille, elle évolue dans le temps, et elle donne lieu à débat. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne parle pas de la famille, mais si l'on part de la réalité, on va parler des familles. Alors la réalité sociologique, c'est quoi? On va essentiellement traiter ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire les gens qui ont un seul degré de parenté, le couple, quand il y en a un, et les enfants, quand il y en a. La famille est dite monoparentale quand il y a un seul parent. Elle est dite recomposée quand le couple élève des enfants qu'il n'a pas eus en commun. Maintenant, depuis la loi de 2013, elle peut être homoparentale, c'est-à-dire que le couple peut être composé de 2 papas ou de 2 mamans. Toutes ces familles sont représentées selon la loi. C'est-à-dire que nous avons à l'Union nationale des associations familiales, des associations de familles homoparentales. Je vais vous dire que certains ont fait la tronche, si j'ose m'exprimer ainsi, pour les accepter, parce que ça coinçait quelque part. Bon, et pourtant, ce sont des gens qui élèvent des enfants, qui ont des soucis de famille, et voilà, ils sont maintenant intégrés. Alors, dans la réalité, vous savez, il existe ce qu'on appelle une famille élargie, si vous incluez
plusieurs degrés de parenté. Les grands-parents, c'est très important, les grands-parents. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui vivent chez leurs parents, avec des enfants. Et parce que les grands-parents assurent, dans un certain nombre de cas, des charges de garde des petits-enfants. Voilà, donc ça, c'est quand même assez proche, cette famille élargie, de la famille nucléaire. Les oncles, les tantes, les cousins, et puis il y a des alliances, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Mais ça, c'est pour faire sérieux. Il y a d'autres formes de familles aussi dans notre société. Les familles, ce qu'on appelle souches, qui comportent plusieurs générations. Les gens du voyage. Quand deux jeunes se mettent ensemble, on leur achète une caravane. Et ils se déplacent avec le reste de la communauté. Ça, c'est Mais les traditions, les traditions corses, mais il n'y a pas qu'en Corse, hein. Le clan, c'est exactement pareil. Vous avez deux jeunes qui se mettent ensemble, donc le clan pourvoit, quand il le peut évidemment, à ce qu'ils aient un logement, etc., etc. Vous avez des familles polygames, c'est un fait, c'est interdit par la loi en France, mais c'est un fait qu'il y a des familles polygames. Et c'est un fait aussi qu'il y a une politique de décohabitation qui est entreprise par un certain nombre de communes, de façon à permettre à chaque femme, avec ses enfants, d'avoir son logement propre. Mais c'est une réalité dont il faut tenir compte, sinon du point de vue juridique, au moins du point de vue des politiques sociales. Donc, vous voyez, quand on parle de famille, on a tort. Il faut parler des familles, on ne peut pas dire la famille. Alors, pourquoi ? Parce que ce concept n'a cessé d'évoluer. Alors, il a évolué à partir d'où ? Et là, c'est un peu intéressant parce qu'il est parti d'un concept que j'appellerais le modèle patriarcal. Je vais remonter très 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 loin. Le droit romain antique, chez les Romains, le pater familias, le père de famille. Alors, familia, c'est un vaste ensemble, hein, ça comporte aussi les esclaves quand on est riche et qu'on en a, bien sûr. Celui qui n'a comme ressource que sa famille, c'est ce qu'on appelle le prolétaire. Et celui-là, il va d'ailleurs se vendre, pas se vendre, mais donner sa voix à un pater familias riche. Il va être son client. Parfois, quand il y a des élections, il va être son homme de main. Hein. Et l'autre lui donnera quelques subsides. Et donc le client fait aussi partie de la famille du pater familias. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un concept. Mais sur sa famille directe, le pater familias a droit de vie et de mort, compris sur ses enfants. Voilà. Dans ce cadre, c'est quoi le mariage ? Et d'ailleurs, pourquoi a-t-on inventé le mariage au fait ? On a inventé, alors vous avez le droit romain qui le dit, et puis vous avez les traditions juives qui le disent également. En latin, on dit pater incertus, le père est incertain. Seule la mère est certaine. Voilà. Et par conséquent, le mariage a pour but de pallier l'inconvénient de la biologie, puisque la biologie ne vous permet pas de dire de quel spermatozoïde est issu un enfant qui naît. On pallie comment la biologie, et ça c'est très intéressant, on la pallie par le droit. Pateris est quem justae nuptiae demonstrant, et père, celui qui est lié à la mère par des noces légitimes, c'est-à-dire dans le droit civil. Maintenant, ça a changé à cause du mariage entre personnes du même sexe. Mais le père est l'époux de la mère, même si ce n'est pas lui qui a fait l'enfant. Et c'est pour ça que quand vous n'êtes pas l'époux de la mère, c'est mon cas, vous allez reconnaître l'enfant si vous voulez être considéré comme son père. C'est-à-dire que la paternité, à partir du moment où le mariage existe, donc, vous voyez, c'est très très ancien, c'est bien avant notre ère,
la paternité, c'est quelque chose qui est juridique. Et donc tous les imbéciles qui, au moment du mariage pour tous, sont venus nous dire que le mariage, c'était naturel entre un homme et une femme, ben, ils sont ignorants, tout simplement. Le mariage, justement, n'est pas une institution naturelle, c'est une institution juridique, humaine, qui a pour but, alors qui a pour but quoi? Non seulement d'assurer la paternité à un homme, mais de lui assurer le pouvoir sur le corps, et en particulier le ventre de sa femme, et le pouvoir sur les enfants qui doivent en sortir, puisqu'ils sont réputés être ses propres enfants. Et voilà ce que l'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire un modèle de domination, mais de domination juridique par le père. Même si le père est pas plus grand que moi, faible, malade, etc., c'est quand même lui qui juridiquement, dans ce système, domine. Alors, il est aujourd'hui beaucoup moins sanglant, enfin, légalement, parce que je vous rappelle que nous luttons en ce moment contre les féminicides dans les pays démocratiques. La France, d'ailleurs, est pas la plus avancée. L'Espagne, bah oui, l'Espagne des machos, elle est beaucoup plus avancée que la France dans la lutte contre les féminicides. Qu'est-ce qu'un féminicide? C'est un meurtre qui est lié à cette inégalité profonde entre l'homme et la femme qui vient de cette conception de la domination par le modèle patriarcal. Alors, il a été remis en cause quand même sous l'effet de 3 facteurs. L'accession progressive quand même des femmes à l'égalité, et puis deuxièmement, la reconnaissance des droits des enfants, et plus récemment, par la reconnaissance, la légitimation des couples de même sexe. Alors, les femmes, c'est quand même le plus important, parce que la première victime du patriarcat, c'est évidemment la femme, qui est, dans un système patriarcal, considérée mineure. Alors, bien sûr, tout le monde pense au triste sort des femmes de certains États islamiques, comme l'Arabie saoudite, etc. Mais sachez quand même que dans le département français de Mayotte, le statut personnel musulman pour lequel on peut opter est extrêmement défavorable aux femmes, au point, oui, évidemment, héritage, moitié des parts de l'homme. Droit de la famille, la possibilité, en fait, d'une répudiation, etc., etc. Et beaucoup de femmes à Mayotte préfèrent opter pour le droit civil, puisqu'ils ont le droit d'option. Parce que le droit civil protège davantage le droit de la famille, évidemment, que ce statut personnel qui, parenthèse, est un héritage lointain du colonialisme. En France, tout de même, l'égalité, elle a progressé, mais très lentement, très lentement. Mais c'est toujours le patriarcat qui en a fait les frais. Alors, quelques dates. 1938, abrogation de l'incapacité civile et suppression de l'autorité maritale. C'est-à-dire que jusqu'en 1938, la femme ne pouvait rien faire sans l'accord de son mari. Donc, avant de dire « Ah oui, en Arabie saoudite, elles ne peuvent pas se déplacer sans qu'il y ait un homme », souvenons-nous quand même que chez nous, il a fallu attendre 1938. En 1938, ma maman avait 24 ans. Voilà, donc pour moi, c'est pas très loin. 1944, le droit de vote, ça, c'est davantage connu. Et de droit à l'éligibilité surtout. Ensuite, quelques autres dates. Pour ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari, il a fallu attendre 1965. Et pour travailler aussi, sans autorisation du mari, 1965. Là, je venais de passer mon bac, c'est quand même assez récent, hein. Pour moi, évidemment, pour vous, ça paraît peut-être pour certains d'entre vous très lointain.
1967, donc c'est la loi Neuwirth sur la contraception. 1970, suppression de l'autorité parentale, de l'autorité paternelle, c'est la naissance en droit de l'autorité parentale conjointe. C'est-à-dire on met fin à ce truc qui remontait à des millénaires. Les deux parents exercent conjointement l'autorité sur les enfants. Il n'y a plus le père exclusivement. 75, c'est la loi Veil, évidemment, sur l'interruption volontaire de grossesse. Et 85, c'est l'égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants. Vous voyez, tout ça a contribué à ébranler et à affaiblir considérablement le patriarcat. Deuxième affaiblissement, la reconnaissance des droits des enfants. Si vous considérez l'enfant comme non existant juridiquement et entièrement soumis à l'autorité du père ou même des deux parents, vous restez dans un système de domination. Alors, en gros, c'est en 1959 qu'à l'ONU, il y a une déclaration des droits de l'enfant, alors que jusqu'alors, on parlait des devoirs envers l'enfant. Vous voyez ? C'est-à-dire que le sujet de droit, c'était les parents, les adultes, et là, d'un seul coup, si on dit qu'il y a des droits de l'enfant, le sujet de droit, ça devient l'enfant. Il y a une série de pactes internationaux, et surtout en 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qu'on appelle la CIDE, qui amène la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Donc en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge civil va être amené à prendre des mesures de protection de l'enfant, pouvant le retirer à sa famille, par exemple. Ça, c'est très important. Parce que auparavant, on ne pouvait pas, puisque le sujet de droit, c'était les parents. Et pour identifier l'intérêt supérieur de l'enfant, voilà, il y a un bond qui est fait en droit. Alors, par exemple, dans un divorce, les enfants ont droit d'être entendus. La fessée, vous savez, il y a la loi fessée qui interdit ce qu'on appelle les violences ordinaires sur les enfants. Bon, je passe rapidement, mais le fait est que l'autorité patriarcale, messieurs, nous le regrettons tous amèrement, bien sûr, est affaiblie. D'où quelques récriminations de certains psychanalystes qui disent « Ah oui, mais le père, c'est celui qui enseigne la loi. » Oui. Et comment on fait dans un couple de femmes qui élèvent des enfants? Ou quand une mère seule élève ses enfants? La mère seule qui élève ses enfants, il faut bien qu'elle rappelle la loi aux gamins. Alors, c'est pas forcément moins convaincant qu'un père démissionnaire qui fout jamais les pieds à la maison, voilà, et qui s'occupe pas de ce qui s'y passe. Donc là-dessus, deuxième coup. Et enfin, dernier coup, à mon avis, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les couples du même sexe. Que deux femmes, par exemple, puissent assumer l'éducation des enfants, ça met complètement hors jeu le modèle patriarcal. Voilà. Le patriarcat n'a pas disparu, quand même, dans les têtes et les représentations sociales, bien sûr. Mais le mariage patriarcal hérité de l'Antiquité, il a éclaté. Aujourd'hui, il y a des familles. Alors, pourquoi dit-on toujours la famille? Là, je vais vous demander un petit effort de ménage. On va faire un peu de philosophie. C'est-à-dire que ce n'est plus la réalité, la famille. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une idéologie. Et alors là, je vais définir. Une idéologie, c'est quoi? C'est un système de représentation et de valeurs, la plupart du temps inconscientes. Parce que si je sais le riche qui a une idéologie de riche et qui vous le dit, Warren Buffett, par exemple, multimilliardaire, qui vous dit la lutte des classes existe et c'est ma classe qui est en train de la gagner. Ça s'appelle du cynisme. Il n'a pas besoin d'une idéologie pour dire ça. Bon. Mais la plupart du temps, on voit les choses de façon déformée et au bout du compte,
ça sert à justifier une domination, une exploitation. Alors, le racisme, bien sûr, c'en est un exemple. C'est très clair. Le racisme, il y a une idéologie raciste qui a pour but de justifier une domination, qui peut être la domination qui fut autrefois la domination de l'esclavagisme, qui a été la domination coloniale. Alors il en reste une trace, c'est la trace idéologique dans les têtes. Voilà. Donc l'idéologie de la famille qui tend justement à perpétuer le modèle ancien de la domination masculine qui n'existe plus. Le racisme tend à perpétuer le modèle ancien, de la colonisation, parce que l'esclavage, nos générations ne l'ont pas connu. Mais la colonisation n'existe plus. Il reste une idéologie dans les têtes. La famille, c'est pareil. La famille patriarcale, elle n'existe plus, mais elle reste quelque part dans les têtes. Alors, je laissais de côté l'aspect moral, mais il y a un aspect moral. Alors, l'idéologie de la famille, elle porte un nom, s'appelle le familialisme. C'est pour ça que je vous ai dit, l'UFAL est une association familiale, mais non familialiste. Elle a un aspect moral, qu'on appelle le moralisme. Pour elle, le modèle unique de la famille, c'est hétérosexuel, dirigé par le père, consacré à la reproduction et à l'éducation. Alors, évidemment, un petit exemple. Ça existe encore, mais beaucoup moins maintenant, parce que quand même, dans une classe de l'école primaire, vous avez un bon tiers, sinon plus, des élèves dont les parents ont divorcé. Mais il y a encore quelques années, on vous faisait des tartines sur les enfants du divorce. Ah, le divorce, c'était épouvantable pour les enfants, et quelque part, il y avait l'idée que c'était une faute morale de la part des parents. Alors, ce qui était paradoxal, c'est que la majorité, enfin pas la majorité, mais une grande partie des instituteurs et des institutrices étaient eux-mêmes divorcés. Bon. Mais dans l'éducation nationale, on vous parlait sérieusement du problème des enfants du divorce. Évidemment, c'est pas comme ça. On aborde aujourd'hui la question des familles monoparentales ou recomposées en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est pas forcément d'avoir deux parents qui restent ensemble et qui se tapent sur la figure, bien sûr. Voilà. Alors, 3 dimensions dans l'idéologie de la famille. Il y a une dimension religieuse, une dimension ensuite, et je dirais économique, et puis une dimension carrément sociopolitique. Alors, la dimension religieuse, c'est, au moins pour les religions monothéistes, le mythe biblique. Dieu crée Adam et ensuite Ève, avec un morceau d'Adam, sa côte. Alors ça devient ce qui est un récit, un mythe, un récit à valeur religieuse, est transformé en norme, en règle absolue. Le modèle obligatoire, car sacré, serait la famille, donc composée d'un homme et d'une femme. Vous avez reconnu quand même ce que dit alors l'Église catholique très clairement pour condamner le mariage pour tous. Il dit, la Bible, c'est un homme et une femme, donc on est obligé, les mariages entre couples de même sexe, c'est pas possible. Cadre de l'éducation spirituelle des enfants et de la transmission des valeurs religieuses. Je reprends ce que dit l'Église catholique. Alors en France, c'est donc un bon chrétien, il va mettre ses enfants plutôt à l'école catholique, qui reçoit quand même quelques milliards de l'État pour prospérer. Parce que l'école publique, ça reste l'école sans Dieu. Voilà. Les valeurs religieuses, bien sûr, c'est celles des parents quand même.
dans toutes les religions. Les religions, nous ne les choisissons que très rarement, oui. Je connais quelques personnes qui, à l'âge adulte, ont décidé de se convertir à une autre religion ou d'en changer. Mais par définition, la religion est quelque chose que nous recevons de notre famille. Et ça, c'est pas propre au catholicisme, c'est propre à la totalité des religions. Et donc, le modèle religieux, c'est un modèle ouvertement patriarcal qui fait de la femme seulement une émanation de l'homme, oui, la côte d'Adam. À la rigueur, on veut bien dire, bon, la femme est complémentaire de l'homme, mais jamais son égale. Alors, deuxième dimension de l'idéologie, c'est économique. Ça devient assez intéressant parce qu'elle montre bien à quoi ça sert. La famille serait la cellule reproductrice, la base de la natalité, au nom du principe que le nombre des naissances ferait la force d'un pays. Alors, c'est faux. C'est faux, je vous dirai pourquoi si vous le souhaitez. Mais c'est alors une autre idéologie, c'est l'idéologie du natalisme. Le familialisme nataliste, il se développe au lendemain de la guerre de 14, évidemment. Vous comprenez, la saignée des millions de morts. Donc, il faut refaire des enfants. Il ramène, en passant, il ramène les femmes au foyer. Les femmes s'étaient un peu émancipées parce qu'elles travaillaient dans les usines. Hein. C'est elles qui tournaient les obus pendant que les hommes les prenaient sur la figure. Bon, mais après, on leur a dit... Retour au foyer, faites des enfants, allaitez-les de préférence, etc. Ça a marché quelques années. C'est-à-dire en 1920 à 21, vous avez une croissance démographique. Et après, plouf, ça retombe lamentablement. Pourquoi ? Parce que le modèle familial a, en réalité, changé. Mais ce modèle nataliste a eu la vie dure, puisque dans les années 30, il préside à la création des allocations familiales, 1932. Le Front populaire, donc la gauche, va le reprendre. Et puis, bien sûr, j'y reviendrai, sous Pétain, ça continue. La famille est même érigée au rang de principe, pas républicain, de principe étatique. Mais sous la Ve République, je me souviens que Michel Debré, qui fut Premier ministre du général de Gaulle et rédacteur de la Constitution de 1958, qui était député de La Réunion, n'est-ce pas, et qui a quand même fait rafler des mômes dans les départements et territoires d'outre-mer pour les amener de force en France dans des coins où il y avait une faible natalité, dans la Creuse, etc., etc. Là, c'est un drame que certains adultes d'aujourd'hui révèle doucement. Mais ça, c'était au nom de la gestion étatique de la population. Alors, on se moquait de lui. Il était évidemment contre la contraception. On disait qu'il était pour le lapinisme. Les Français, c'était des lapines qui devaient faire le maximum d'enfants. Aujourd'hui encore, l'Union nationale des allocations familiales décerne une médaille de la famille aux mères de famille particulièrement méritantes. Donc pour ça, il faut qu'elles aient un paquet d'enfants, je vous le dis. Alors, troisième dimension de cette idéologie familialiste, elle est sociopolitique. Pour tous les possédants, et depuis l'Antiquité, la famille est indissociable de la propriété. On fait, entre deux guerres, c'est pour ça que ça chute la natalité. Entre les deux guerres, on fait un seul enfant pour ne pas diviser l'exploitation rurale. On règle, souvent par mariage, chez les bourgeois, la transmission de l'usine familiale. Ça, je vous parle de la génération de mes parents, de mes beaux-parents. Un ingénieur brillant sort d'une grande école, il va épouser la fille d'un patron, de façon à ce que l'usine reste dans la famille. L'héritage,
qui est quand même un mode très, très contestable de constitution d'une fortune, d'accord ? Vous ne faites rien, vous héritez, d'un seul coup vous devenez riche. Bon. Ben, ça n'est rien d'autre que l'intrusion de la famille dans le droit de propriété. C'est-à-dire que vous ayez volé cette somme ou que vous l'ayez héritée, ce n'est pas votre travail qui vous l'a acquis. Alors, les gouvernements et les partis réactionnaires et conservateurs au XIXe, au XXe siècle s'appuient sur ce qu'ils appellent les pères de famille, qui sont considérés comme les défenseurs naturels de la propriété face aux socialistes et aux communistes qui sont à l'époque très peu familialistes. Alors ils vont le devenir avec le Front populaire, hein, un petit peu, ils vont le devenir au début, à la fin du premier tiers du XXe siècle. Et je me souviens encore comment les communistes, dans les années 50 et 60, étaient opposés à la contraception. Fallait faire des enfants pour la France. Il y a toujours cette idéologie. Et l'Église a constitué des associations de pères de famille. Et si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a toujours des pèlerinages, des associations de pères de famille. C'est ce que j'appelle le patriarcat politique, qui a un rôle, c'est de soutenir des forces plutôt conservatrices dans la société qui vont défendre la propriété contre tous les vilains qui pourraient la remettre en question. Alors, petite parenthèse, quand même, le régime de Vichy, le régime de Pétain, qui était très lié à l'Église catholique, puisque l'épiscopat a soutenu le régime de Vichy à part un ou deux évêques. La devise travail, famille, patrie, évidemment, système fascisant, système anti-républicain, puisqu'on supprime la mention de la République, c'est l'État français. Il se fonde sur le corporatisme et sur le familialisme. Et un familialisme qui est encadré politiquement parce qu'on crée, c'est Pétain qui a créé les associations familiales, mais il y en avait d'une seule sorte. Et elles étaient encadrées par l'État. Et donc, à la Libération, en 1945, l'ordonnance qui a créé l'Union nationale des associations familiales a brisé ce monopole du régime en disant « ce sont les associations librement constituées de toute obédience, de toute opinion, qui vont représenter les familles en se regroupant dans l'Union nationale des associations familiales. » C'est ce qu'on appelle le pluralisme, qui est une des bases de toute société démocratique. C'est ce qui a permis à des voix progressistes et laïques de se faire entendre aux côtés des autres pour la représentation des familles. Alors, je vous ai dit que l'union des familles était familiale et non familialiste. Qu'est-ce que c'est qu'aborder les familles d'un point de vue laïque ? Pour le familialisme, c'est la famille qui est la cellule de base de la société. Pour la République laïque, non. C'est le citoyen. Le citoyen qui est l'individu membre du corps politique. Et il est considéré hors de toutes ces attaches particulières, religieuses, familiales, d'origine, d'apparence physique. Ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas. Ça veut dire que dans le corps politique, il est à égalité avec tous les autres. Et ça veut dire que quand il se prononce en politique, il se prononce en fonction de ce qu'il pense être. Alors il a raison, il a tort, ça c'est le débat, de ce qu'il pense être l'intérêt général. Et regardez d'ailleurs, je vais vous citer un exemple. L'Église catholique s'est opposée au mariage pour tous. Est-ce qu'elle l'a fait en disant « nous défendons les intérêts des catholiques » ? Non, 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 non. Ils ont dit beaucoup plus subtilement « nous défendons l'intérêt anthropologique qui veut que la famille soit un homme et une femme. » Bon, nous pouvons décrypter cette idéologie, mais ils excipent toujours, on excipe toujours
d'un intérêt qui a l'air supérieur, qui a l'air beaucoup plus général que l'intérêt qu'on défende. Évidemment, vous ne verrez jamais un riche vous dire « je fais une proposition de loi qui profite aux riches ». Il va vous dire « je fais disparaître l'impôt sur les grandes fortunes de façon à ne pas pénaliser les premiers de cordée ». L'idéologie, ça sert à ça. Les citoyens étant pris en dehors de toutes ces particularités, ça veut dire que c'est le seul moyen d'assurer l'égalité entre tous. Et pour cela, il faut que l'État, volontairement, s'aveugle sur les appartenances et les choix de chacun. Je dois vous traiter, si je suis l'État, si je suis une collectivité publique, si je suis un service public, je dois vous traiter également, je ne dois pas me préoccuper de vos convictions, de votre couleur de peau, de votre culture, et même dans un service public, je ne dois pas me préoccuper de la langue que vous parlez, bien sûr. Car la République, elle est ce qu'on appelle universaliste, c'est-à-dire elle ne confère un rôle politique qu'aux citoyens et pas aux communautés particulières. Vous avez le droit de constituer des partis, des associations, peu importe, mais il n'empêche que c'est le citoyen qui est l'objet du corps politique, le sujet, du corps politique. Elle se fonde sur la loi qui est déterminée par le peuple. Non pas sur les traditions culturelles ou communautaires qui sont multiples, ni bien sûr sur les dogmes religieux qui sont particuliers à une partie des citoyens, pas les autres. C'est pour cela qu'il est important d'agir pour que la loi prenne en compte toutes les évolutions des familles dans la société. Alors, on les a citées, mais surtout ne contribue pas à reproduire le modèle patriarcal et puis tous les modèles idéologiques qui en découlent, par exemple le familialisme, le natalisme, etc. À propos du mariage pour tous, de la PMA pour toutes, on a assisté à un débat entre des idéologies particulières et puis les principes universels de la République. On a beau penser que parce que c'est dans la Bible, le couple doit être formé d'un homme et une femme. Bon, admettons, donc on va épouser un homme ou une femme, selon son sexe. Le fait que deux personnes de même sexe puissent se marier, est-ce que ça nous empêche de préférer un couple hétérosexuel? Non, bien sûr. On a simplement élargi les droits, mais on n'a privé personne de quoi que ce soit. On s'est prononcé sur l'universalité, c'est-à-dire on a inclus toutes les formes de couple possibles qui existent. On ne s'en est pas tenu à protéger seulement les droits d'une catégorie de couples. Être laïque, dans ce sens, c'est tout simplement être républicain. Et je vous ai dit, la laïcité, vous l'avez vu c'est l'émancipation des individus. Bon, petite question quand même. Vous ne l'avez pas posée, mais je vous remercie d'y penser quand même, et je vais y répondre. Et que fait la République des familles alors? Si l'individu est en rupture, en opposition avec sa famille et l'éducation qu'elle lui a donnée, que devient le droit des parents, qui est garanti par les traités internationaux, de donner à leurs enfants une éducation conforme à leurs principes? Réponse, oui, il y a tension, il y a conflit entre la reconnaissance des familles par l'État et le droit absolu de l'individu majeur à l'autonomie. Mais, mes bons amis, la démocratie, ça suppose des conflits, sinon il n'y aurait pas besoin de démocratie. La démocratie, c'est ce qui permet d'empêcher que les conflits se transforment en guerre civile, comme au Liban, ou en guerre de religion,
comme on l'a connu en France ou en Angleterre pendant quelques siècles tout de même. Alors, si vous voulez éviter les conflits, une seule solution, la dictature. Au moins, tout le monde est forcé d'avoir la même opinion. Alors oui, l'émancipation des individus, elle se fait contre leur famille. Moi, j'avais une famille assez émancipatrice, et puis il est arrivé un moment où on s'est frité avec mes parents. Parce que, et moi-même, je me frite avec mon fils. Il ne fume pas la même chose que moi, comme ça. Oui, bon, il estime que c'est son émancipation. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, faut voir. Mais je dois admettre que le modèle dont moi je suis porteur, il n'était peut-être pas très bon, si j'en juge par le nombre de mes copains qui sont morts d'un cancer du poumon. Voilà, il y a un conflit de valeurs. C'est normal. C'est normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des conditions de l'émancipation. J'ai pas tout à fait les mêmes idées politiques que mon père. Eh oui, et mon fils n'a pas les mêmes idées politiques que moi. J'en suis confus, Marie, mais je suis très content qu'il ait des idées politiques, par contre. La laïcité, donc, c'est l'émancipation des individus. Certes, la famille peut et elle doit devenir en elle-même un lieu d'émancipation. C'est par exemple l'objet du travail que font beaucoup d'associations sur la parentalité. La parentalité, c'est l'art, non pas de guider ses enfants vers un seul modèle, celui dont on est porteur, c'est celui de leur permettre de s'émanciper, d'acquérir eux-mêmes des armes pour s'orienter dans l'existence. Alors bien sûr, on leur dira, moi j'ai telle valeur, voilà, il me semble que après réflexion, c'est plutôt ça que ça. Après, ce qu'ils feront, c'est leur affaire. Et l'école de la République, c'est un très bon exemple de l'émancipation par la laïcité. L'idée, elle n'est pas neuve, elle remonte à Condorcet, 1792. Pour faire des citoyens libres, disait-il, il faut qu'ils soient éclairés, c'est-à-dire instruits. Et pour ça, deux conditions. Premièrement, que l'école soit indépendante de toute religion, mais également de tout monopole d'État. Condorcet disait, il faut qu'il reste une concurrence avec l'école privée. Mais il ne disait pas que l'État doit financer l'école privée. Deuxièmement, deuxième condition, il faut qu'à l'école, on enseigne que le produit des sciences et des savoirs critiques et rationnels, c'est-à-dire ce qui est universel. L'école publique, pour cela, est neutre du point de vue religieux, mais aussi politique. On n'y apprend ni un athéisme d'État, ni quelque dogme que ce soit. Sa mission, c'est de permettre à chacun de former sa liberté de conscience. C'est pas de faire sa conscience à sa place. Et enseigner les mathématiques, tout simplement. C'est forger la liberté de conscience des citoyens. Vous savez, quelqu'un qui a compris ce qu'est une fraction, il est un citoyen plus libre. Vous avez vu vous vous souvenez la publicité du loto, qu'on est en train de privatiser. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Eh bien, le couillon, c'est celui qui dit, ça a l'air sérieux. Le demi-couillon, il dit, alors quelque part on se fout de moi, mais j'arrive pas à comprendre. Celui qui a appris ce que c'était un pourcentage à l'école, il se fait pas avoir. Donc, vous voyez, plutôt que de faire un catéchisme de la liberté de conscience, ou même de la laïcité, comme on le fait de nos jours, je ne suis pas très, très chaud partisan, faisons des mathématiques, faisons de l'histoire, faisons de la géographie, faisons de la littérature, faisons des arts plastiques, de la musique, de la philosophie. Ça, ces savoirs, ce sont ceux qui permettent à chaque individu, parce que ce sont des savoirs universel de forger sa liberté de conscience et, le cas échéant, de remettre en question l'état de ces savoirs qu'on lui a transmis pour les porter plus loin.
Qu'est-ce qu'un scientifique? Sinon quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce qu'on lui a enseigné à l'école et à l'université et qui veut remettre en cause les modèles précédents, mais les remettre en cause dans le cadre d'une démarche, évidemment, de la raison. Alors, pour une association familiale laïque, vous avez compris que la défense des intérêts des familles n'est pas dissociable de la défense de l'école publique. Et je conclurai par un seul mot. Émancipation de l'enfant dans la famille comme à l'école. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.